Bonjour à tous, bonjour chers amis, merci d'être fidèles à notre émission Au fil des pages qui aujourd'hui va vous présenter quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu, qui revient pour une deuxième émission. En fait, on pourrait en faire encore 3 ou 4, je dois dire, mais on va arrêter avec celle-là et vous allez voir, j'espère, elle va être passionnante. En tout cas, moi, dans nos entretiens, j'ai été passionnée et vous avez dû le sentir lorsque je vous ai présenté la première partie de cette émission concernant ce livre, Un enfant sans ombre, de Shaul Harel, le professeur Shaul Harel, que je salue à nouveau aujourd'hui. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette deuxième invitation. En effet, dans votre livre, préfacé par, je l'avais dit déjà, Boris Cyrulnik, vous nous avez raconté, revenons très vite là-dessus, vous êtes né en 1937 en Belgique, autrement dit, c'est pas la grande paix universelle, et très vite, après 5 années de douce et bonne vie familiale, la tourmente planétaire va vous emporter de droite et de gauche. Vous allez arriver, vous nous avez raconté tout ça, parce que je le raconte, je le mentionne très vite, mais vous nous avez pendant une demi-heure absolument capté, passionné avec ça. Vous arrivez à 12 ans en Israël, vous allez passer le bac, ce qui est quand même absolument incroyable, et en si peu de temps, vous allez entrer dans l'armée, vous allez être blessé même à l'armée, mais ce deuxième volet de notre émission autour de votre livre Un enfant sans ombre, il est pour évoquer d'autres choses et aussi pour rire ou sourire, parce que dans votre livre, on rit aussi, et ça, il faut le savoir, on rit, on sourit. De temps en temps, on dit, mais c'est pas possible, mais si, c'est possible, puisque dans votre livre, c'est la vérité du premier mot au dernier. Alors, on va revenir aujourd'hui sur l'objet de votre livre. Pourquoi vous avez écrit ce livre-là, Un enfant sans ombre ? Voilà, je voudrais dire peut-être d'abord qu'un enfant sans ombre, c'est un enfant qui a perdu son ombre. Il a perdu son entourage, il a perdu sa famille, il a perdu sa langue, et il doit plus tard rebâtir une ombre. C'est ce que j'ai fait. Toute votre vie. Toute votre vie. Toute ma vie, j'ai rétabli mon ombre, enfin, de tous les coins. Et pourquoi écrire ce livre ? Pour moi, c'est d'abord laisser un document, je dirais, historique, qui est en relation avec la Shoah, parce que j'ai une grande peur que dans 10-15 ans, il n'y aura plus personne qui pourra raconter une histoire vécue que par lui-même. Ce seront peut-être des historiens qui vont le raconter, qui vont raconter l'histoire sur les enfants cachés, mettons, mon histoire. Et il y aura beaucoup de gens plus tard qui diront que ça n'a jamais existé. Il y en a déjà qui le disent. Okay. C'est une invention juive. Oui. Et encore une fois, ce sont les juifs qui racontent ça pour recevoir de l'argent, etc., etc. C'est ça. Alors pour ça, je crois que c'est pour moi aujourd'hui une obsession de raconter et de faire un film et d'écrire un livre. La deuxième raison, comme expert en neurologie d'enfant et aussi dans le domaine du développement de l'enfant, j'ai pris très en conscience le terme de résilience chez les enfants, un terme qui vraiment comment on appelle ça, c'est le gourou de Cyrulnik. Oui, c'est ça. Oui. Le gourou de ce terme, pour moi, c'est Boris Cyrulnik, qui écrit des livres, une grande star, et qui pousse ce terme que je trouve très attirant et qui est vraiment vrai. C'est-à-dire que la résilience,
Et moi, dans ce livre, j'essaie de montrer les périodes de traumatisme et de résilience qui sont parfois, qui donnent parfois la balance sur ce que deviendra la personne qui est traumatisée. Pour moi, j'ai comme vous avez dit, j'ai eu mes 5 premières années chaleureuses. J'ai bâti mon soi. J'ai bâti j'avais un environnement de sécurité. Et j'ai pu me passer le traumatisme de la Shoah. Vraiment, la Shoah, être caché, passer d'une maison à une autre maison. Et d'un camp comme Rivesaltes. Et d'un camp comme Rivesaltes et tout ça. Et sortir de ça. Mais après la guerre, j'avais l'âne et j'avais Ziggy Hirsch, qui était une période de résilience pour moi. Alors, vous nous avez parlé de lui lors de la dernière émission. Rappelons rapidement que c'était un jeune homme de 20 ans, rescapé d'Auschwitz, et que c'est lui qui a accroché votre premier sourire depuis bien longtemps sur votre visage par des méthodes dont vous allez reparler maintenant parce qu'elles vous ont inspiré. Oui, je dis, il a compris directement qu'il ne fallait pas des théories en psychologie, psychanalyste, tout ça, qu'il fallait jouer. On peut atteindre les enfants par le jeu, jouer avec eux. Et c'est ce qu'il a fait. Il a joué avec nous par tous les médias, le cinéma, le théâtre, on faisait des sculptures, on faisait tout avec lui. Et raconter des histoires aussi. Surtout, Ziggy était un artiste dans le domaine de raconter des histoires, des films, même avec beaucoup d'improvisation. Mais il nous racontait, et nous, on était baies, on allait dormir sans aucun problème. Et moi, ça m'a tellement impressionné, l'art de jouer avec les petits-enfants, que une fois que je suis devenu pédiatre, j'ai dit, je vais implémenter cette technique dans mon examination des enfants. Et pour ça, même aujourd'hui encore, dans tous les pays que je visite, je cherche les jouets. Je rentre et ma femme me dit toujours, encore une fois, un magasin de jouets. Et je cherche mais ce sont des jouets qui étonnent les enfants, qui leur donnent comment on appelle ça? Une anticipation, peut-être? Non, une ticelle qui les fait briller les yeux. Une étincelle, oui. Une étincelle, c'est ça, oui. c'est ça. Vous allez excuser mon français, mais je suis... Vous savez ce que je vous ai dit hors antenne, si je pouvais parler l'hébreu comme vous, et j'espère un jour y arriver, je serais très heureuse. C'est ça, et il faut... Un enfant, une fois qu'il y a ces yeux qui brillent et qui sont attentifs et qui veulent savoir qu'est-ce que le jouet va faire de plus, quelle musique il va faire, et il y a des jouets qui répètent ce que l'enfant dit. Enfin, de toutes sortes, et je les cherche partout où je visite, et j'ai mon sac, mon sac de docteur qui est plein de jouets. Et parce que commencer un examen avec un stéthoscope et un marteau de réflexe, c'est un désastre. L'enfant commence à avoir peur. Et il pleure. Et il crie. Et une fois qu'il crie, c'est fini. Il n'y a pas d'examen. On ne peut plus revenir. Une faute comme ça, tout l'examen est fini. Avec les enfants, il faut jouer. Il faut avoir l'art
de jouer. Il faut aimer jouer. Il faut être un petit peu enfant. Moi, je rigole avec eux sur le tapis. Comme on le voit sur la première de couverture de votre livre. C'est ça. Et moi, quand je sais que je réussis, je sens que je réussis quand à la fin de mon examen, l'enfant dit à la mère, « Écoute, c'est pas sérieux. Tu m'as dit qu'on vient chez un médecin, il a tout le temps joué avec moi. Quel médecin, c'est ça ?» Alors je sais que j'ai réussi mon examen. Vous savez que vous parlez au présent. Est-ce que ça signifie que vous continuez de consulter? Ah oui, je vois des enfants toutes les semaines encore. Oui. Et je joue avec eux et je m'amuse avec eux. Mais en jouant et m'amusant avec eux, j'ai 85% du diagnostic. Parce que dans mon cabinet, par exemple, il y a une petite table, il y a tous les jouets qui sont là aussi. Et des poupées partout. Quand on vient, on me demande si c'est un magasin de poupées ou déjà. Mais les enfants jouent. Alors, avec un œil, je prends l'histoire, je parle avec la mère, mais un œil est toujours sur l'enfant. Je vois comment il joue, quel jouet il préfère, s'il prend de main droite ou de main gauche, s'il a un tremblement quand il prend, comment il marche, comment il court, comment il s'intéresse. Quand je commence à l'ausculter, j'ai déjà 50-60% de l'examen. Et ça, c'est le mieux. Je le vois quand il fait ce qu'il aime faire et ce qu'il veut. Alors, combien dure une consultation chez vous? Parce que je vous écoute parler et je me dis que... une consultation, c'est 1 heure. Oui, alors en effet, vous c'est devez être très peu. Ça dépend, je dirais, mais un enfant de petite enfance, oui, il faut prendre l'histoire, il faut jouer. Alors, ça peut prendre 3/4 d'heure, 1 heure. Il y a des fois que c'est 1h15, 1h30 parfois. Ça dépend du cas. Ça dépend du cas. Mais je dis, l'art de jouer, c'est quelque chose qui est venu un peu de mon histoire de la Shoah aussi. Parce que et Ziggy Hirsch était vraiment un initiateur dans le trigger, comme on dit, de cette tendance professionnelle que j'ai eue. Et je trouve et c'est ça que j'ai enseigné à tous mes étudiants. Et on me connaissait comme le docteur avec tous les jouets tout le temps. Et je crois que c'est une approche qui doit être enseignée. Alors c'est peut-être pour ça cette poupée sur la 4e de couverture de votre livre. Elle a une histoire, cette poupée? Oui, parce que ça c'est principalement pour les enfants, je dis principalement pour les enfants de moins de 2 ans. J'ai essayé de trouver dans toutes les pays ou les magasins que j'ai visités, quelle était la poupée la meilleure que préfèrent les enfants de moins de 2 ans. J'ai essayé beaucoup de poupées. Et cette poupée, Raggedy Ann, son nom, c'est la poupée qui les bébés aiment le plus. Ils la regardent d'abord. Et alors, je peux, de droite à gauche, je regarde le regard de droite à gauche, s'ils peuvent. Et ils commencent à rire, ils commencent à la toucher, essayer de prendre la main et tout ça. Alors, en regardant avec ça, avec cette méthode, je peux voir l'état cognitif et l'état alerté. Neurologique, oui. Et j'ai sauvé beaucoup d'enfants avec cette poupée. Sauvé, c'est-à-dire que quand un enfant vient et il a moins de 2 ans,
il a une fièvre 40+. Il est vraiment malade, il a l'air malade. On croit peut-être qu'il a une méningite. Oui. Méningite, c'est quelque chose de très dangereux. Quand il y a une méningite, la plupart du temps, nous devons faire une poncture. Une ponction. Une ponction. Et comment on appelle ça? Ponction lombaire. Ah oui, lombaire, c'est ça. C'est assez traumatique de le faire. Il faut le faire quand c'est nécessaire. Mais si, d'abord, et c'est ce que j'ai enseigné mes étudiants et mes médecins aussi, d'abord on donne quelque chose pour que la fièvre, un médicament qui peut réduire la fièvre. Une fois que la fièvre est réduite, je commence à jouer avec ma poupée. Et soudainement, l'enfant commence à rire, se lève de son lit et essaye d'attraper la poupée. Il n'a pas une méningite. Et il ne devra pas recevoir cette poncture. Il ne faut pas la faire. Parce que cliniquement, il ne l'a pas. Et je dis, j'ai sauvé. Mon expérience avec ça a été que beaucoup de fois, les enfants n'ont pas dû subir une ponction parce qu'ils ont commencé à répondre, ils jouaient. J'étais invité plusieurs fois dans les urgences et dans les urgences et il y avait des questions aussi de décider si l'enfant est mort, oui ou non. Aujourd'hui, il faut venir et un neurologue, normalement, doit signer si l'enfant est constaté déjà comme décédé. Décédé, oui, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est très important parce que s'il est considéré, et j'avais un cas comme ça, et s'il est décédé, il faut faire une transplantation des organes. Il faut être certain que l'enfant est décédé. Bien sûr. Eh bien, je ne vais pas dire de nom et rien raconter, mais j'ai eu un cas où avec cette poupée que j'ai montrée, j'ai eu des petits signes de vie. Et j'ai dû dire au médecin, il n'y a pas de place. Pensez même pas à la transplantation, parce que cet enfant donne des signes de vie. Il faut le traiter, continuer à le traiter vigoureusement. C'est extraordinaire. Et c'est un cas que l'enfant, la mère et l'enfant sont venus plusieurs fois me visiter pendant... L'enfant étudiait à l'école et tout ça. Et chaque fois que la mère venait avec l'enfant, elle venait chez moi, elle me disait, voilà, tu viens avec moi voir ton deuxième père. Et oui, vous lui avez donné la vie, vous lui avez redonné la vie. Alors, je raconte ça, c'est un cas exceptionnel, mais vrai, alors je dis, l'art de jouer, c'est faire un diagnostic, mais parfois c'est aussi sauver les enfants de tests qui sont agressifs parfois, et parfois aussi sauver une vie. Oui. C'est pour ça que je dis, c'est extrême, je ne dis pas c'est tous les jours, c'est un cas extrême, mais vrai. Alors je dis que, et c'est ça que moi-même, c'était mon but, de passer le message qu'un examen neurologique et un examen du développement de l'enfant doit se faire en jouant avec les enfants. Je ne suis pas certaine que la majorité des pédiatres et neuropédiatres fassent cela comme vous le faites.
parce qu'il y a des impératifs d'horaire, parce qu'ils savent pas. Et j'espère vraiment que beaucoup de gens vont lire votre livre, et particulièrement parmi vos confrères. Et vous savez combien je souhaite une longue vie à ce livre. Et je disais que dans ce livre, on trouve aussi de quoi sourire. Là, vous nous avez fait vraiment... il y avait beaucoup d'émotions là en vous écoutant. Mais il y a des éclats de rire dans votre livre. Oui, j'ai essayé parce qu'on ne peut pas toujours, quand on lit un parcours de vie, chacun, il y a du traumatisme, il y a des pleurs, j'ai beaucoup pleuré quand j'étais enfant, caché sans larmes, mais j'ai beaucoup pleuré. Mais après, dans ma vie professionnelle et plus tard, avec Ziggy Hirsch et plus tard dans ma vie, j'ai eu aussi beaucoup de fois que, même avec la médecine, j'ai pu rire. Et ce sont des occasions, voilà, que, par exemple, si je raconte une épisode que j'étais aux urgences et une nurse vient chez moi et me dit Docteur Harel, je sais que vous ne voyez plus, c'est pas votre âge, les fillettes, les filles de 16 ans, mais on a une fille, les médecins internes là sont très occupés à des réanimations et ils ne peuvent pas l'ausculter. Et elle pleure, elle crie, elle a mal au ventre, c'est terrible. Et je viens, lorsque j'ai dit, bon, je vais la voir. Avec les jouets ? Hein ? Avec les jouets ? Non, sans les jouets. Cette fois-ci, parce qu'elle a 16 ans. Oui. C'est sans les jouets. Mais je viens l'ausculter, la voir, et je la regarde et je demande aux parents, qu'est-ce qui se passe ? Elle a tellement mal. Alors la mère me dit, mais elle a mangé des prunes, beaucoup de prunes. Et alors je me dis, mais vous êtes certain, elle n'a pas reçu un coup dans le ventre ou quelque chose, parce que manger des prunes et avoir des mots terribles, elle criait, elle vraiment... Alors, et le père est à côté aussi, il dit, oui, ce qu'on sait, c'est qu'elle a mangé peut-être elle a mangé trop de prunes. Et alors je l'ausculte, et qu'est-ce que je vois entre les jambes? Une tête qui sort. Elle accouchait. Elle était dans le processus d'accoucher. Les parents ne savaient rien. Et enfin, on a terminé ça d'une très bonne manière. Elle a accouché un enfant. Alors je dis une expérience comme ça. Alors j'ai appelé ça dans la fille qui a mangé des prunes. Voilà. Mais elle savait, elle savait qu'elle accouchait, ou elle ne comprenait même pas qu'elle accouchait? Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas non plus. Non. Mais elle savait quand même qu'elle avait. Non, oui. Mais je n'ai pas eu tellement le temps de parler avec elle parce que j'ai dû appeler directement les médecins qui... je ne l'ai pas accouché moi seul. Mm-hmm. Je l'ai fait déjà, mais j'étais dans un hôpital, alors je pouvais prendre les experts. Mais de mon auscultation, ce n'était pas clair qu'elle savait exactement ce qui se passe. Elle sait certainement qu'elle a couché avec quelqu'un, je ne sais pas son histoire, je ne la connais pas. Mais c'est juste un exemple pour montrer comment on peut rencontrer quelque chose de très intéressant, d'avoir un sourire, de quelque chose qu'on peut, quand on parle tellement des choses terribles comme la Shoah, donner aussi un sourire. Oui, c'est vrai. Mais puisque vous nous avez parlé des prunes, vous allez nous parler des carottes. Ah oui, alors, quand le groupe belge, nous sommes venus à ça, je suis parti avec un groupe d'enfants des Hômes. On était du Hôme de Profonsard aussi, 15-20 kilomètres de Bruxelles.
Et moi, je suis parti de là et on m'a mis dans un groupe d'enfants qui partaient d'Anvers. Et d'Anvers, on est parti à Villagabi à Marseille. On était quelques semaines à Marseille. Là, on nous a préparés pour notre Aliyah en Israël. On dansait, on apprenait les danses israéliennes, on recevait un peu d'informations sur Israël et tout ça. Je rappelle que c'était en 1949, juste après la guerre de l'indépendance. Et alors on est arrivé, on nous a mis directement à Nitzanim. Nitzanim était terrible. Ah oui, ça vous le racontez dans votre livre, c'est pas un bon épisode. C'était un traumatisme, tout était, il n'y avait pas à manger assez, on n'étudiait pas, on était dans les dunes tout le temps, il y avait même des garçons qui se sont noyés là-bas, et c'était terrible. Et alors, notre bienfaiteur, le diamantaire Romy Goldmünz d'Anvers, qui a payé toute notre Aliyah en Israël, nous a transféré à un autre home d'enfants qui s'appelle Alonei Yitzhak. Et là, Alonei Yitzhak, c'est une place que après mon traumatisme initial en Israël, j'ai recommencé à sourire. Parce que là, à Nitzanim, on ne souriait pas. Alors j'ai recommencé à sourire, à m'amuser, à apprendre l'hébreu et tout ça et ça. Mais je me rappelle que le directeur de l'homme, celui que j'ai appris la Bible et la littérature israélienne pour mon bac, sur son tapis, alors lui a donné un grand discours. Il y a des enfants belges qui sont arrivés et qui sont très sensibles, qui sont très éduqués. Il faut les recevoir, bien les recevoir. Les enfants belges. Mais ils ne savaient pas que les enfants belges, après 1 an à Nitzanim, étaient des voyous. Et pendant qu'il donnait, un petit peu après qu'il donnait son grand discours, il y avait déjà plus de poissons qui existaient dans le bassin de poissons sur la pelouse, parce qu'ils les avaient tous pêchés déjà. Et alors, il y avait encore une autre histoire qui était formidable, qui je me rappelle exactement quand ça s'est passé, c'est que nous avons un jardin de légumes et nous apprenons un petit peu d'agriculture. Et dans ce jardin, il y avait des carottes. On a planté des carottes, des grains, et les carottes sont devenues des grandes carottes. Et les petits Belges bien éduqués voulaient manger des carottes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la carotte, ils l'ont mangée et ils l'ont remis dans la terre, comme ça, bien placé, en ligne. Et alors, quand le chef de l'agriculture, le moniteur qui était en charge, est venu prendre les carottes, il voit que toutes les carottes sont grignossées, sont mangées, et il ne comprend pas. Quel animal mange les carottes juste en bas et laisse les feuilles en haut et tout ça? Alors, on a dû amener un expert en agriculture pour voir quel animal, qu'est-ce qu'il faut faire pour un animal qui n'est pas de l'ordinaire, qui mange comme ça les carottes. Alors le directeur, l'expert a dit, il faut faire une embuscade. Il faut regarder qui mange le soir les carottes. Et c'est vraiment ce qui a été fait. Et les enfants belges ont été les mangeurs de carottes. Les petits enfants belges qui étaient bien éduqués et tout ça. Alors je raconte ça aussi, mais comme une anecdote pour avoir un sourire sur le visage du lecteur. Et on l'a le sourire. En même temps, on imagine ces petits enfants.
Et on est content qu'ils aient des carottes à manger. Shaul Harel, malheureusement, on est au terme de l'émission. On va se quitter là jusqu'à la prochaine fois. Je voudrais seulement dire la dernière phrase, que le livre a été écrit par ma femme, Dalia, qui a écrit le livre. Enfin, j'ai donné les idées et tout ça, j'étais part de l'écriture, mais elle a écrit le livre. Elle était en charge de toute la recherche historique, les dates et tout ça, et le côté humoristique avec moi ensemble, que une cousine à Dalia qui est écrivain a écrit aussi surtout quelques chapitres très importants de la Shoah, avec beaucoup d'émotion, et que ma fille Tal Harel a relit et fait le texte et retouche du texte et tout ça. C'est-à-dire que c'est une expérience familiale. C'est presque le kibbutz dans lequel vous n'êtes pas allé puisque vous avez préféré faire des études, suivre des études. Voilà. Eh bien oui, on leur rend hommage à elles aussi. Et puis il ne reste plus qu'à vous remercier, Shaul Harel, parce que c'est une lecture émouvante, instructive, et c'est une magnifique histoire de résilience réussie. Et puis toute votre expérience, grande expérience de médecin, pédiatre, neuropédiatre connu dans le monde entier, je le rappelle comme je l'avais dit la première fois, eh bien elle est fort intéressante et vous avez un langage tellement clair pour nous éclairer, nous, que c'est vraiment une lecture qu'il faut que vous fassiez. Je rappelle qu'on trouve Un enfant sans ombre à la librairie du foyer, la librairie française de Tel Aviv, qu'on va le trouver ailleurs très rapidement, mais que l'auteur, Shaul Harel, a décidé de vous donner son numéro de téléphone afin de pouvoir converser avec lui et commander ce livre. Alors je vous le donne encore une fois ici, 052 426 20 66, 052 426 20 66. Merci encore, merci infiniment. Merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle émission d'Au fil des pages. Je vous souhaite une belle journée. Portez-vous bien.